Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de toutes les choses qui explosent et qui doivent inviter les soldats à bien réfléchir avant de poser le pied par terre, à savoir les mines et les engins explosifs improvisés, qu'on appelle généralement par leur acronyme anglais les IED. J'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Stéphane Audran, consultant en risques internationaux, officier de réserve à la DGRIS, l'homme du pâté ENAF et des pick-up médicalisés, puisque vous avez organisé plusieurs collectes de ces objets précieux à destination des troupes ukrainiennes. Et je peux rappeler que vous êtes déjà passé par ce micro pour parler des armes légères et de leur trafic. Donc bonjour et bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Et ensuite Isabelle Dufour, directrice des études d'Eurocrise, une agence d'intelligence stratégique. Je signale que vous étiez aussi déjà passé par ici à l'époque pour l'émission sur la RNS, la Revue Nationale Stratégique de 2022, qu'on avait à l'époque bien examiné sous toutes ses coutures, disons, avec aussi Elie Tenenbaum et Tara Varma, mais que vous avez aussi participé plus récemment au contre-commentaire du 14 juillet, qu'on fait un peu chaque année en direct sur Twitter. Et je peux signaler que c'est particulièrement votre sujet aujourd'hui, puisque vous faites une thèse sur les IED, et notamment sur la manière dont les armées s'adaptent à l'évolution de ces engins. Donc bonjour et bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors, les mines et les IED, c'est à la fois un sujet extrêmement ancien et très contemporain, puisque ce sont des outils qui sont assez omniprésents depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, dans tous les conflits symétriques comme asymétriques, de la guerre du Vietnam à l'Ukraine actuelle, où on voit en ce moment sur le front ukrainien tous les effets que peuvent avoir ces outils pour bloquer le front et pour ralentir des offensives et même, d'une manière générale, tout mouvement significatif. Mais il y a avant tout peut-être un effort de clarification conceptuelle à faire. Alors on voit à peu près l'idée, une mine c'est un truc qui explose quand on pose le pied dessus ou quand on roule dessus, mais encore, à quoi ça ressemble, quel type il y a et quelle différence aussi avec les IED. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, peut-être que tu peux commencer par les IED, parce qu'en fait, tout commence par là, en fait. Tout commence, en fait, par une charge explosive et qui explose au contact ou quand elle sent approcher une cible d'intérêt. Les mines à influence, par exemple, il n'y a pas besoin d'être au contact. Elles détectent, en fait, des vibrations ou une masse magnétique. L'IED, c'est la base de tout, effectivement, comme tu le dis Stéphane, parce que en fait c'est une charge explosive qui est posée quelque part par terre ou sous l'eau ou dans l'eau. Et derrière, les mines sont des processus un peu plus standardisés, en fait. L'IED se définit par le fait qu'il est improvisé, il est bricolé, en fait. Donc chaque IED est quelque part unique, alors que la mine, elle est standardisée. Donc pour les forces armées, c'est plus simple, entre guillemets, de traiter des mines, parce qu'ils sont toutes à peu près faits pareil. Elles ont des caractéristiques qu'on connaît à l'avance, on sait comment elles fonctionnent, Absolument, etc. Il y a un processus industriel derrière. Alors que l'IED, c'est le paquet mystère. Oui. Donc c'est pour ça tant est qu'on sache qu'il est là, d'ailleurs, mais si on sait qu'il est là, ensuite, il faut découvrir comment il fonctionne, quoi. Oui, c'est ça. En général, les EOD, les gens qui travaillent sur les IED, donc déjà, ils ont des qualifications extrêmement poussées, ils sont vraiment spécialistes des IED, et c'est rare qu'ils cherchent à savoir comment elles fonctionnent. Enfin, ils s'en approchent avec la plus grande prudence et ils la font détonner parce qu'il y a des dispositifs de piégeage ou anti-relevage qui peuvent exister, ou des charges secondaires, enfin des dispositifs destinés à créer des explosions secondaires pour viser spécialement ces personnels. C'est-à-dire qu'il y a la mine déjà qui va exploser, et en plus il peut y avoir un deuxième piège secondaire qui explose quand quelqu'un veut toucher la mine, quoi. Absolument, un deuxième piège ou ce qu'on appelle une attaque complexe, c'est-à-dire des tireurs embusqués qui vont cibler ces personnels-là. On reviendra là-dessus évidemment, parce qu'on peut signaler que les mines et les IED, tout ça ne fonctionne jamais aussi bien, que quand il y a quelqu'un qui est aussi là pour tirer sur la personne qui s'en approche. Et pour rajouter un peu de complexité sur ces définitions, bien entendu, il y a certaines IED où on voit des effets de série, parce que je pense qu'on en parlera, il y a des fabricants qui ont leurs pattes, qui ont leurs patterns, il y a des matériels qui reviennent souvent, donc il y a des familles, et par ailleurs dans les mines, même si effectivement la caractéristique de la mine est d'être un objet très industriel et très reproductible, il y a des unités qui trafiquent leurs mines sur le terrain, et donc finalement la frontière n'est pas toujours très nette entre les mines et les IED. Bon, on va en reparler, juste je précisais que, puisque vous y avez fait référence Isabelle Dufour, on va pas parler des mines navales, ou si peu, pour la simple et bonne raison que c'est des engins qui sont absolument passionnants, mais qui sont aussi assez différents aux dynamiques, à la composition et aux dynamiques et aux logiques d'emploi assez différentes. En plus, c'est des histoires assez variées. Typiquement, la Première Guerre mondiale, il n'y a pas tant de mines que ça sur Terre. Par contre, il y en a beaucoup dans l'eau, donc ce serait très compliqué de faire un panorama complet qui prenne en compte les deux. On va rester sur le plancher des vaches et parler des mines terrestres. Alors, peut-être repartons
à l'apparition en quelque sorte des mines ou des IED. S'il fallait, alors on peut trouver depuis très longtemps des pièges dans le sol, ça c'est pas, mais à part, voilà, disons quels sont les premiers engins qu'on peut qualifier de mines et quand est-ce que ça apparaît? Stéphane Audran? Alors, la mine dite moderne, elle acquiert ses caractéristiques au début du 19e siècle, à partir du moment où on commence à résoudre la question des matériaux qui la composent. Parce que l'idée d'avoir une mine, c'est-à-dire un objet statique dans le sol qui exploserait au passage ou à l'influence d'un mobile, ça fait très longtemps qu'on l'a. Et depuis le 15e siècle, il y a des essais, en Chine notamment, mais les matériaux n'étaient pas là. Parce que la mine doit être dans le sol, donc sensible à l'humidité, à des mouvements de terrain. Donc ce qu'on avait, c'était soit de la terre cuite, soit du bois, soit du métal très coûteux qui pouvait se corroder, donc c'était pas terrible pour le contenant. L'explosif, le seul qu'on a eu pendant très longtemps, c'était de la poudre noire, qui est un bon explosif, mais qui a le gros défaut d'être très sensible à l'humidité, très hygroscopique. Et puis le déclencheur, la chaîne pyrotechnique, ce qu'on avait jusqu'au 19e siècle, n'était pas terrible. Donc, on a beaucoup tâtonné et pendant des siècles, c'était en gros, il fallait y foutre le feu et même quand on y foutait le feu, il fallait que ce soit pas trop mouillé. Alors, il y avait des mécanismes à friction qui pouvaient exister, il y avait des mécanismes à cordon, mais ça demandait beaucoup d'entretien. Et donc, ça restait des objets qui étaient proches des fortifications. C'est ce qu'on a appelé les fougasses, les camouflets. Donc, des choses qui étaient faites pour protéger les abords immédiats de forteresses dont les garnisons pouvaient assurer l'entretien. C'était pas vraiment. N'a donc pas seulement été un article de boulangerie. Absolument. C'était aussi un dispositif piégé. Tout à fait. Et c'est au 19e siècle, et en particulier avec la guerre de sécession, qu'on a l'apparition de matériaux qui permettent de résoudre ces questions. Et notamment ce qu'on a appelé les fulminates, donc toute la question toute la génération des fulminates de mercure qu'on a découvert au début du 19e siècle, qui permettent de faire des petites capsules en laiton ou en cuivre avec du fulminate dedans. Le fulminate est un composé qui réagit très fortement lorsqu'il est écrasé ou frappé. Donc ça a permis de faire de la percussion dans les armes à feu et aussi dans les chaînes pyrotechniques des mines. On a développé aussi des nouveaux explosifs au plomb ou des explosifs à l'azote au cours du 19e siècle. Et puis on a eu aussi des nouvelles idées de contenants avec des contreplaqués, avec du goudron. Donc tout ça a fait que début 1862, pendant la guerre de sécession, il y a les premiers essais de la mine moderne par un type qui s'appelle Capitaine Rains. Donc début 1862, c'est la campagne de la péninsule. Donc l'armée de l'Union débarque 100 000 hommes commandés par McClellan sur la péninsule qui mène jusqu'à la capitale confédérée, Richmond. En phase 2, il y a un très faible rideau de troupes, quelques milliers d'hommes. Et il y a ce capitaine confédéré qui avait déjà bricolé un peu pendant les guerres indiennes, qui pose quelques mines. Et dès le début, on se rend compte d'un effet qui est un effet central de la mine, qui est un effet très inhibiteur pour le mouvement, bien au-delà des pertes réelles qu'il inflige. C'est-à-dire que les armées de l'Union marchent sur les premières mines, les découvrent, et il y a une paralysie dans la troupe, la cavalerie ne veut plus bouger, donc voilà, l'Union est vraiment paralysée par quelques engins. Oui, mais disons-le tout de suite, c'est quelque chose qui est central dans tous ces dispositifs, c'est leur effet psychologique. C'est-à-dire, c'est le fait... Mais c'est intéressant parce que dans cette guerre de sécession, donc dans ce premier conflit où on les voit apparaître, il y a déjà à la fois une terreur réelle et en même temps aussi un très grand choc, une très grande indignation, l'idée que c'est des dispositifs qui sont complètement inhumains, qui sont scandaleux. Et du coup, on voit que là, déjà, la mine vaut pour son effet... matériel, et puis ça vaut aussi pour la dimension psychologique. Ça force tout le monde à se recomposer un peu différemment par rapport à ce danger. Oui, il y a un effet psychologique qui est important et qui est pris en compte de plus en plus dans les armées, en fait, et qui est disproportionné au regard des dégâts qu'elle cause. Je veux dire, elle cause énormément de dégâts, c'est pas la question. Mais si je prends l'exemple des IED en Afghanistan, c'est pas la première cause de mortalité des forces françaises, ce sont les tirs, en fait. Et il y a eu moins de dégâts, en fait, par les IED en proportion en Afghanistan qu'au Mali. Et en fait, c'est des statistiques qui surprennent toujours un peu quand je les livre. Je parle des forces françaises. Mais le choc, à chaque fois, de l'attentat, qui parfois est commis en plus par des gens, par des populations qui portent ce qu'on appelle des combattants suicides, en fait, qui portent des dispositifs piégés, ou par des véhicules, pareil, qui sont conduits par des combattants suicides. Donc il y a une dimension horrible, en fait, à penser que quelqu'un vous en veut suffisamment pour se suicider. Alors précisons que donc la mine n'est pas forcément statique, on peut aussi considérer que c'est une mine ou un engin explosif improvisé si c'est sur quelqu'un ou si c'est dans un véhicule qui en est rempli. Oui, alors là, on en revient à la question de la définition. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur les IED en 2016-2017,
c'était aussi le moment où apparaissaient les drones chargés, pareil, de dispositifs improvisés destinés à exploser. En général des grenades, mais pas que. Et on ne savait pas trop où les classer. Les forces armées regardaient ça un peu avec circonspection. Et donc les ont classés dans les IED, c'est-à-dire menaces improvisées qui explosent. Et maintenant, c'est complètement sorti en fait, de cette menace IED, parce que ça fait partie des munitions rôdeuses, qui sont une catégorie bien à part. Donc là encore, question de définition. Qu'est-ce qu'on met dans la catégorie IED ? Alors, on peut dire que donc ça va apparaître, c'est une idée qui va pas être perdue après la guerre de sécession, notamment parce qu'il va y avoir un certain nombre de mines navales qui vont apparaître, notamment pendant la guerre russo-japonaise, etc. Même à la même époque, dès la guerre de sécession, effectivement, il y a du minage naval. Et pour rebondir sur cette horreur de la mine, effectivement, ça apparaît immédiatement, y compris dans la hiérarchie confédérée. C'est-à-dire que le supérieur de Rains, Longstreet, dit bah non, c'est mal, sur le plan moral, quoi. Et cette répulsion de la mine, effectivement, elle se retrouve de la guerre de sécession jusqu'à l'Afghanistan. Les témoignages concordent à tous les conflits. Les troupes qui sont face à des mines, elles disent c'est ce qu'il y a de pire. Pire que l'artillerie, pire que les tirs. C'est vraiment la chose qui est vraiment perçue comme inhumaine parce que voilà, c'est l'objet aléatoire sans un humain qui tire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment récurrent, cette peur de la mine. Et le fait qu'elle soit placée à distance et dissimulée, en fait, et qu'il n'y ait pas de combattants derrière, en fait, on fait souvent dire que c'est l'arme des lâches. En fait, je l'entends souvent dire pour les IED. Je vois pas ce qu'il y a de plus lâche entre un IED et un tir... un tir d'artillerie, oui. Voilà, un tir d'artillerie. Mais ça a été souvent dit, y compris par des hautes autorités, et dans les entretiens que je mène, c'est souvent vu. Enfin, il y a une colère vis-à-vis de ça, en fait, en disant c'est vraiment lâche de poser des pièges, en fait, comme ça. On peut dire qu'il n'y a rien de plus constant que l'indignation du militaire face à une arme nouvelle et qu'il ne maîtrise pas. Ça va depuis les Spartiates avec les archers jusqu'à l'apparition de l'artillerie au XVIe siècle. Et le drone aujourd'hui, l'arme du lâche, ça dit toujours plus sur la personne qui formule l'appréciation que sur l'arme elle-même. Ce qui est intéressant avec la mine, quand même, c'est que depuis 200 ans, on n'arrive pas vraiment à l'intégrer dans l'éthos guerrier occidental, quoi. C'est-à-dire que ça reste vraiment quelque chose, même maintenant dans les forces, les gens ne sont pas à l'aise avec les mines. Et on l'a vu avec le retour de la guerre en Ukraine, il y a un petit côté surprise. Mon Dieu, cet objet du passé revient jouer un rôle crucial sur le champ de bataille. Diantre, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça encore au XXIe siècle ? Ça reste quand même une arme qui est chargée négativement beaucoup plus que d'autres armes, quoi. Isabelle Dufort ? Je pense aussi qu'il y a le fait que ce soit des armes particulièrement indiscriminantes. Et ça joue, parce qu'effectivement, les mines, les restes explosifs de guerre et les IED font énormément de dégâts civils. Alors ça, on reviendra dessus parce que après il y a aussi toutes sortes de mines et toutes sortes de systèmes et qui visent pas. Enfin, on peut dire déjà, par exemple, il va y avoir les mines anti-chars qui sont pas exactement la même chose que les mines antipersonnelles, même si les deux cohabitent assez intimement. Mais justement, on peut dire que, bon, évidemment, le grand conflit d'après, c'est la Première Guerre mondiale, et là, de manière assez intéressante, il n'y en a pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ça commence vraiment en 1917 avec l'apparition des chars. Avant, ce qu'on voit, c'est du piégeage. Parce qu'effectivement, de manière systématique, notamment l'armée allemande piège les tranchées qu'elle évacue, ce qui permet de gagner un peu de temps, le temps que les Français ou les Britanniques occupent ces tranchées, déminent les pièges et, le cas échéant, subissent des pertes. Ça permet de gagner un peu de temps pour les contre-attaques. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de besoin, en fait, d'un objet de contre-mobilité pour l'adversaire, puisque la troupe, jusqu'en 1917, les offensives alliées sont menées à pied par de l'infanterie. Le barbelé, ça marche bien. Voilà, la combinaison mitrailleuse, barbelé, artillerie suffit pour gêner la mobilité de l'autre. Il n'y a pas besoin de la mine. Le besoin de la mine, il apparaît en 1917 avec les chars alliés, où là, les premières lignes allemandes se retrouvent sans aucun moyen d'engager ces engins-là. Les seuls objets capables d'engager les chars alliés, c'est l'artillerie de campagne allemande qui est plusieurs kilomètres en arrière du front. Et donc il y a dans ces moments-là une incapacité à faire. Et donc il y a des bricolages qui ont lieu sur le champ de bataille. Et là on est dans la guerre industrielle, c'est-à-dire que assez rapidement les retours du champ de bataille génèrent la création de mines, avec un processus très industriel. C'est l'époque où on a des chaînes pyrotechniques très fiables et très petites, notamment qu'on a fiabilisées pour les grenades à main. C'est l'époque où aussi on a une profusion d'explosifs à l'azote qu'on a développé par le procédé Haber-Bosch pour alimenter le front. Et c'est l'époque où aussi on a des nouveaux matériaux pour contenir cette mine, donc des tôles embouties, des contreplaqués solides. Et donc ça va permettre à l'armée allemande de faire des mines, des grosses mines anti-chars. Et la première mine moderne, c'est une mine qui est vraiment contre les véhicules, sur laquelle on peut sauter à pieds joints et qui ne saute pas, parce qu'elle est faite pour céder à des pressions de 200-300 kg, avec des poignées, et que les troupes allemandes peuvent soit laisser derrière elles quand elles se replient, soit jeter sous les chenilles des chars alliés
pour les immobiliser et après les détruire. Juste parce que sinon ça va m'obséder, c'est quoi le procédé Haber-Bosch Alors le procédé Haber-Bosch, c'est le procédé qui permet de capter l'azote atmosphérique et de le catalyser pour en faire de l'ammoniac, ce qui a permis le développement des engrais modernes à l'azote, des ammonitrates et des urées, et ce qui a permis aussi le développement des explosifs modernes à l'azote qui ont eu une importance. Donc les poudres sans fumée, ça s'appuie sur des procédés de conversion de l'azote, au début avec des guanos sud-américains, et à la fin du 19e siècle, le Graal industriel européen, c'était cette conversion de l'azote atmosphérique pour en faire différents composés chimiques. Je ne regrette pas d'avoir posé la question, je ne pensais pas que le guano sud-américain arriverait dans cette conversation, mais j'en suis très heureux. Alors, donc, une utilité quand même limitée, puisque ça arrive à la fin et ça ne gêne manifestement pas ça ne change manifestement pas le déroulement des opérations. Ça gêne pas le déroulement des opérations, mais l'armée allemande y prend goût, entre guillemets. C'est-à-dire que quand elle se replie, elle se rend compte que quand elle a plus le temps de valoriser le terrain par des tranchées et des barbelés, poser des mines, ça reste très utile, c'est vite fait, on peut en produire beaucoup pour pas cher et ça permet d'entraver les axes de progression alliés. Et donc voilà, effectivement, ça change pas le cours du conflit, mais les Allemands au moins se disent « Ah tiens, ce truc-là, pour la contre-mobilité, c'est pratique ». Et ça n'est donc pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque il va y avoir une sorte de profusion, disons d'efflorescence pendant l'entre-deux-guerres, qui ne va pas forcément se voir sur beaucoup de champs de bataille, mais ça va arriver, en tout cas très clairement, dès les débuts de la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout à partir de 1942, c'est-à-dire à partir du moment où les Allemands vont être sur le repli, de combattre en position défensive, on va s'apercevoir que les Allemands, en fait, ils sont très 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 bons pour les mines. Ils ont développé une panoplie impressionnante de mines, et surtout, ils savent très bien les utiliser, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde à l'époque. Oui, alors effectivement, sur le plan doctrinal, l'Allemagne est le pays qui réfléchit à l'usage de la mine entre les deux guerres, par rapport à d'autres pays qui ont des mines en stock, voire qui en développent quelques-unes, mais qui ne réfléchissent pas vraiment à leur usage. La doctrine française de juin 40 sur les mines, on a quelques mines, on s'y est mis très tard, c'est de faire des lignes de mines en merlon, couverts de terre, mais voilà, on n'a pas une doctrine très aboutie. Alors que Guderian, dès ses premières réflexions, dit oui, la mine jouera un rôle de contre-mobilité assez dynamique, entre guillemets. De contre-mobilité, donc simplement empêcher l'adversaire de manœuvrer librement. Lui interdire certains espaces, voilà. Et alors il y a des... Lui interdire certains espaces, on peut le dire tout de suite, ça a aussi le mérite de surtout le canaliser. C'est-à-dire la mine ne vaut pas comme... C'est pas une ligne infranchissable, ça ne l'est jamais. C'est en revanche rendre certains espaces de franchissement plus compliqués, donc canaliser l'ennemi dans certains points de passage qu'ensuite on peut plus facilement cibler. Voilà. Et typiquement dans les doctrines allemandes, donc il y a effectivement des mines de freinage, c'est-à-dire on va mettre un champ de mines qui va ralentir l'autre le temps qui passe et qui démine. On va mettre des mines pour canaliser effectivement sur certains axes, et puis on va mettre des mines préventives d'interdiction sur certaines positions qui pourraient être utiles à l'ennemi, des lignes de crête, des points de passage qu'on n'utilise pas soi-même, mais pour se dire si l'ennemi passe par là parce qu'il pourrait avoir envie de passer par là, il sera gêné. Et donc il y a toute cette réflexion doctrinale fin des années 30 dans l'armée allemande, avec des modèles de mines très réussis. Et effectivement, il y a quelques usages des mines dès 1937 autour de Shanghai par les Japonais et les Chinois, mais c'est vraiment dans le désert, en 1942, que les Allemands amènent des centaines de milliers de mines. Et il y a une importance de la mine qui va croissant, où la mine sera utilisée en millions d'exemplaires dans le second conflit mondial. Et c'est quelque chose qui est finalement assez passé sous silence quand on regarde la dynamique des grandes batailles, l'histoire des grandes batailles, le rôle que les mines ont pu avoir pour effectivement entraver, gêner les progressions. Alors, c'est rarement le moment le plus décisif ou l'objet le plus décisif, mais ça a beaucoup compté. Avec des plans allemands qui ont été mirifiques, puisque Rommel a réussi à faire mettre de mémoire sur les côtes françaises un peu plus de 4 millions de mines avant le débarquement, en juin 1944. Son plan était d'en mettre 20 millions sur les approches des côtes et 200 millions sur les arrières. Donc il y avait des plans absolument gigantesques de minage de la France, où on se demande même comment est-ce qu'ils auraient pu être réalisés. Voilà. Mais on peut mentionner qu'il a réussi à faire il a miné quand même une bonne partie des côtes françaises, ça n'a pas empêché le débarquement pour autant, ce qui montre bien que en fait la mine n'est jamais une barrière en elle-même. Il faut qu'il y ait la puissance derrière pour défendre le champ de mine. Mais juste, on peut ajouter... Juste un mot pour ajouter que ces mines de la Seconde Guerre mondiale que tu évoques en Afrique du Nord, elles sont une ressource intéressante pour certains groupes en fait, qui utilisent des IED et qui vont donc les déterrer dans les déserts. Alors elles sont dans un état
aléatoires, mais en tout cas, certaines se retrouvent dans des composantes d'IED qui sont utilisées actuellement. Parce qu'effectivement, le désherbe préserve plutôt bien les explosifs, à la différence de climats qui sont plus humides et sur lesquels il y a plus de problèmes de vieillissement. Que la question en fait des restes, explosifs de guerre ou des restes de mines est vraiment cruciale en fait dans la lutte dans le contre-IED. Et elle n'est pas tellement prise en compte parce que ça demande des moyens humains et financiers assez considérables. Et puis finalement, tant que personne ne va les chercher, elles ne gênent pas. Donc, Mais tant qu'on est là-dessus, on peut mentionner que, notamment c'est pour la bataille d'El Alamein, où Rommel mine de manière considérable les abords. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des mines essentiellement anti-chars et anti-tanks. Et du coup, ça a une efficacité réelle, mais limitée pour autant, parce que ça ne marche jamais aussi bien, les mines, que quand il y a des mines anti-tank et des mines anti-personnel les unes à côté des autres, parce que s'il n'y a que des mines anti-tank, il peut y avoir des hommes qui viennent les déterrer, qui viennent déminer, alors que si on combine les deux, là ça devient très compliqué. Alors c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'effectivement on voit à partir de 1942 des réflexions sur le ratio qu'il faut de mines antipersonnelles et de mines anti-chars, et qu'est-ce qu'il faut faire avec le champ de mines. Et les Allemands comprennent un peu plus tôt que les autres qu'un champ de mines, il n'a de valeur que s'il est battu par le feu, de l'artillerie, s'il est patrouillé et s'il est battu par des armes automatiques, et si effectivement il y a au moins 10% de mines antipersonnelles mélangées aux armes anti-véhicules. Et plus il y aura une approche du déminage par les véhicules, plus il faudra de mines anti-véhicules, plus l'adversaire aura des démineurs à pied, plus il faudra de mines antipersonnelles. Et donc il y a vraiment ce mix. Typiquement à Koursk, les soviétiques mettent un bon million de mines sur leur position, moitié-moitié antipersonnelles et anti-chars. Donc il y a vraiment ces réflexions-là de se dire il faut qu'on panache la mine. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin, il y a aussi les premiers essais de dispersion par air. Donc ça va être les S-mines allemandes, où il y a, alors on est à la limite entre l'arme à sous-munitions et la mine, mais il y a cet essai de se dire, jusqu'en 1943-44, elles sont juste posées à la main, donc c'est fastidieux de poser des mines. Même si quand on est dans l'herbe, il suffit de la poser dans l'herbe et on ne la voit pas depuis un char, mais en tout cas ça reste long. Et donc la dispersion par air, ça va être quelque chose dont on commence à avoir l'idée à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui changera beaucoup de choses dans les années qui viennent. La mine S allemande, dont on peut dire qu'elle est assez légendaire dès la Seconde Guerre mondiale, parce que ça devient une réelle obsession pour les Alliés. On revient encore à l'effet psychologique, il y a les dégâts que ça fait, et puis il y a aussi le fait qu'on y pense en permanence. Mais simplement pour mentionner, tant qu'on en est à la manière de disposer les choses, il faut mentionner qu'il y a une science à faire un champ de mines. Il suffit pas de les poser à droite à gauche, d'abord parce qu'il faut empêcher des couloirs, des corridors de passage, mais aussi parce qu'on n'y pense pas forcément. Je crois que c'est les Canadiens qui se plantent là-dessus pendant la Seconde Guerre mondiale. Si on les met trop proches, une seule mine qui explose, elle risque de faire péter tout autour d'elle, et du coup le champ risque d'être déminé d'un coup. Donc en fait il y a un truc un peu mathématique régulier, il faut qu'elle soit proche et pas trop proche non plus pour pas que ça risque de se déclencher d'un coup. C'est le principe des systèmes de déminage, en fait, les MICLIC, Mine Clearing Line Charge, en fait, qui envoient des charges explosives en ligne, en fait, tous les 5 mètres à peu près. C'est beaucoup plus récent, ça date d'une trentaine d'années. Voilà, c'est ça. Un peu plus, un peu fin plus. des années 70, il y a les premiers tests. Et en fait, qui font exploser le champ de mine, mais juste pour créer un corridor de quelques mètres, une dizaine de mètres, 14 maximum, sur 100-120 mètres grand maximum, quoi. Sachant que le déminage qui est fait comme ça n'est pas non plus efficace à 100%. Il y a des zones blanches, disons, aveugles, qui peuvent être encore dangereuses. Oui, et puis en plus, il y a une compétition entre les gens qui conçoivent les mines et les démineurs, et les mines modernes, maintenant, sont résistantes à la surpression. Et donc, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une mine, une de ses caractéristiques, c'est que c'est pas cher. Ça coûte quelques euros pour les plus petites, quelques milliers d'euros pour les plus grosses et les plus complexes, mais ça reste quand même quelque chose de pas très cher, qui peut être produit en très grande série. Et donc les mesures d'adaptation contre le déminage, elles évoluent tout au long de l'histoire de la mine et elles accompagnent l'industrialisation. Typiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale, on commence à avoir des détecteurs, donc là on rentre dans le déminage, mais on commence à avoir des détecteurs de métaux. C'est notamment les Britanniques qui développent ça. Voilà, parce qu'effectivement, les Anglo-Saxons ont de l'avance dans la compréhension des phénomènes électromagnétiques. Et puis aussi que les Britanniques se sont mis à miner massivement les plages britanniques du sud pour éviter un débarquement allié, et que en fait les Allemands ne débarquant pas, les mines restent là, et donc il faut trouver un moyen de les retrouver. Et donc, vous parliez justement de cette science de la pose des mines, c'est quelque chose qui évolue aussi avec les moyens de déminage. Et avec les moyens de désactivation de la mine. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence à avoir des champs de mines posés, effectivement, on se dit il faudra peut-être les déposer un jour. Ça veut dire qu'on va avoir des poses très mathématiques avec des patterns, avec des motifs,
Et effectivement, il vaut mieux respecter ces motifs-là pour que ses propres sapeurs, si un jour il faut enlever ces mines, ils puissent les relever facilement. Le problème, c'est qu'une fois que l'ennemi il a compris votre pattern, votre schéma, il va pouvoir déminer aussi lui facilement. Mais tant qu'on ne peut pas désactiver les mines, il vaut mieux rester sur des schémas. À partir du moment où on a des mécanismes de désactivation automatique des mines au bout d'un certain temps qui apparaissent, là, ça redevient intéressant de les poser un peu au hasard. Parce que du coup, finalement, ça complique un peu plus le travail des mineurs qui va ne pas pouvoir trouver de schéma sur son champ de mine et qui donc va galérer beaucoup plus. On en reparlera parce que c'est évidemment une diverse. C'est le fait que la mine meurt au bout d'un moment, qu'elle devient inerte selon différents mécanismes, et c'est évidemment plutôt comme ça qu'en tout cas les armées occidentales essayent de les faire depuis quelques décennies. Mais simplement pour terminer, puisqu'on vous parliez des soviétiques et de course, qu'on peut mentionner que pendant la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques adoptent une technique toute particulière qui leur ressemble bien, mais qui aura une postérité, qui est, il y a une citation de Zhukov qui est absolument terrifiante là-dessus, qui est de mener l'assaut exactement comme s'il n'y avait pas de mine. Ce qui est une manière de répondre au fait que l'effet psychologique est plus fort que l'effet matériel, mais ça veut dire quand même de faire avancer une troupe dans un champ de mine, simplement sans prendre de précautions particulières. Alors là, il y a une dichotomie entre les véhicules et les hommes, et il y a effectivement une dichotomie entre les Occidentaux et les autres. C'est-à-dire que la Wehrmacht et l'armée rouge mènent effectivement leurs assauts d'infanterie à travers les champs de mines, non seulement avec leurs propres hommes, mais aussi avec des prisonniers, avec des civils, avec des gosses. Enfin voilà, ils prennent des humains et ils les envoient à travers un champ de mines antipersonnel. Ils passent à travers et puis voilà, ils encaissent des pertes. Tout le monde le fait, mais les anglo-saxons le font de manière plus volontaire, entre guillemets. C'est-à-dire que des fois, il faut passer à travers un champ de mine, et donc il y a des GI, il y a des témoignages, il y a des soldats anglais qui, volontairement, vont traverser, ou leurs officiers les envoient à travers un champ de mine, parce que quand l'objectif militaire le justifie, on va accepter d'encaisser quelques pertes. Mais ça, on le fait pour l'infanterie, on le fait pas pour les chars, parce qu'il y a moins de chars qu'il n'y a d'hommes, et c'est pas possible de forcer un passage avec une force blindée à travers un champ de mine. Quand ça commence à être vraiment miné sur plusieurs centaines de mètres, on va immobiliser toute une compagnie, on va perdre trop de chars, et donc ça, on peut pas. Mais effectivement, l'armée rouge, l'armée japonaise plus rarement, la Wehrmacht, ils passent à travers les champs de mine avec des troupes, avec des prisonniers. Enfin voilà, il y a un côté horrible sur ça. Ouais. Mais là où c'est intéressant, c'est que je disais que ça aura une certaine postérité, puisque donc on sort de la Seconde Guerre mondiale là. L'épisode suivant, c'est la guerre de Corée, enfin, à tous les égards, mais la guerre de Corée, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui encore, la Corée, c'est peut-être le plus grand champ de mine du monde, parce que c'est un des outils utilisés par les Occidentaux. Alors, ils ne sont pas très bons pendant la guerre de Corée pendant un certain temps, mais pour arrêter la mobilité, l'avancée des troupes nord-coréennes et chinoises. Et on voit que en face, les Nord-Coréens et les Chinois, ils font comme les Soviétiques, ils avancent quand même, ils font la vague humaine, quoi. Oui, il y a une espèce de course en avant entre les concepteurs de mines américains et la production de mines, et puis effectivement les vagues humaines chinoises et nord-coréennes. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'effectivement, une fois de plus, on se rend compte que le champ de mines, il marche quand il est battu par les feux, quand l'aviation n'est pas trop loin, quand il y a des barbelés, quand il est défendu. Et un champ de mines pas défendu, pas patrouillé, en fait, c'est une source d'explosifs pour des adversaires qui en manquent et qui les récupèrent. Et donc, voilà, il y a un effet très pernicieux qu'on verra encore plus au Vietnam, où le minage, ça devient la source des moyens de l'autre, qui en fera des IED plus tard. Sur l'accord de standardisation de l'OTAN, en fait, dans la doctrine de l'OTAN, sur l'emploi des mines, effectivement, toute zone minée doit être coordonnée avec le plan général d'emploi des feux. Mmh. On peut mentionner que, mais par contre, vu qu'ils sont en infériorité numérique considérable, les Occidentaux quand même investissent énormément dans les mines pendant la guerre de Corée, et c'est le moment où apparaissent certaines des mines, disons un peu iconiques, notamment la Claymore, alors que les joueurs de Call of Duty connaissent bien. C'est-à-dire c'est cette espèce de mine qu'on plante dans le sol avec 2 petits piquets, mais qui a le mérite que, du coup, elle est déjà dirigée vers quelqu'un, c'est une mine directionnelle, et du coup, quand elle est déclenchée, elle fait beaucoup plus de dégâts. Oui, alors la Claymore, c'est un objet un peu particulier parce que c'est quelque chose qui est entre la mine et le projectile. C'est-à-dire que elle peut être déclenchée par piégeage, par influence, volontairement par bouton. Donc voilà, elle a un mode d'action qui est très large. Et la Claymore, voilà, c'est un berceau métallique en courbe sur lequel il y a un lit d'explosifs avec un lit de billes d'acier. Donc on va projeter comme ça ce lit de billes d'acier et effectivement ça permet à des troupes d'infliger des gros dégâts à des troupes d'infanterie.
Et c'est l'époque où on développe toute une catégorie de mines, et c'est l'époque dans les années 50 où arrivent les plastiques dans les mines. Ça aussi, c'est une étape très importante dans l'histoire des mines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des détecteurs magnétiques dans les années 40, on va essayer de trouver des matériaux qui ne sont pas magnétiques. Et donc, on va essayer d'éliminer le métal dans la mine. Donc, on va essayer de mettre du bois, mais le bois, ça pourrit, ça travaille. Des métaux non magnétiques, mais même ça, les détecteurs les voient. Le verre, mais c'est fragile, c'est compliqué. Et donc, le plastique, c'est vraiment la révolution de la mine moderne, parce que ça va permettre de mettre, surtout avec des explosifs mous, ça va permettre de faire des mines qui sont légères, donc qui peuvent se disperser par air, et qui en plus sont très difficiles à détecter. Oui, mais du coup, il n'y a plus que la puissance de l'explosif. C'est-à-dire, alors, là où avant, par exemple, à Clémor et toutes les autres mines, il y avait aussi les fragments, les billes d'acier, etc., qui blessaient les personnels en face. À partir du moment où c'est du plastique, c'est juste la force de l'explosion. Alors, c'est pas grave, entre guillemets, parce que soit on a des mines anti-véhicules qui, elles, vont pouvoir soit faire des noyaux générateurs de charge, soit s'appuyer sur des effets de souffle directionnels. Et donc, même avec une mine plastique, on va pouvoir avoir un effet de souffle qui va permettre, par exemple, d'arracher la chenille du char, ce qui est suffisant pour l'arrêter. Et si effectivement le champ de mine est bien battu par des armes anti-char, le fait d'arrêter le char, on va pouvoir le détruire très facilement. Et sur des mines qui sont antipersonnelles, l'objectif de la mine, c'est pas de tuer, c'est d'arracher le pied, c'est de démoraliser, c'est de blesser. Oui, mais ça, parlons-en, parce que c'est un truc dont c'est un peu glauque, mais certains des mines, et notamment les mines bondissantes, c'est-à-dire les mines qui sautent et ça existe et qui, du coup, explosent en hauteur, l'effet, c'est pas forcément de tuer la personne, l'effet, c'est de la blesser, et du coup, ce faisant, d'immobiliser aussi les camarades autour, pour porter secours, etc., ce qui est plus obligatoire que s'il y a quelqu'un de décédé. Et du coup, notamment si le champ est bien battu par les feux, évidemment, ça permet de faire encore plus de dommages. Oui, et c'est vraiment quelque chose aussi dont on a les récits, c'est-à-dire que le blessé déclenche chez ses camarades un comportement de préservation. C'est-à-dire qu'on va essayer de sauver le copain, on va essayer de se replier avec le copain, et donc toute la mission s'arrête. Alors que le tué, il déclenche un réflexe de colère, de vengeance, et la mission ira peut-être plus loin qu'elle n'aurait été. Et donc on a tout intérêt sur le plan froidement militaire de blesser un maximum les gens. Alors ensuite, il y a la guerre du Vietnam, et la guerre du Vietnam, c'est intéressant parce que ça ouvre à bien des égards beaucoup des conflits asymétriques qui vont suivre et de l'emploi des IED là-dedans. Alors on peut dire, les Américains emploient des mines dans la guerre du Vietnam, mais c'est surtout les Viet Cong qui vont s'en servir, et de manière aussi assez créative, parce qu'ils en ont pas beaucoup. Donc là, on est plus dans l'IED que dans la mine, mais en même temps c'est des IED qui parfois sont faits à partir des mines qu'ils ont volées aux Américains ou qu'ils ont récupérées. Et là on commence à avoir un usage, on n'est plus dans du grand conflit symétrique où c'est un truc défensif, où il s'agit d'empêcher l'ennemi de passer. Là on commence à avoir des outils un peu plus offensifs, notamment pour piéger notamment les chemins de patrouille des Américains, quoi. Oui, on a plus seulement un usage défensif, effectivement, c'est-à-dire qui consiste à gêner la liberté d'action et à canaliser l'adversaire. On a vraiment un usage de harcèlement, je dirais, pour saper le moral et obligé à surinvestir le volet défensif. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer avec des moyens de détection. Du coup, tout déplacement devient un peu plus compliqué, en fait, et vous expose considérablement. Après, les Américains ont aussi utilisé des mines antipersonnelles en grand nombre durant la guerre du Vietnam. Ils utilisaient la BLU 43. C'est celle en fait que les soviétiques ont copiée après, ce qu'on appelle la mine papillon, la PFM-1 qu'on retrouve actuellement sur le conflit en Ukraine en quantité ahurissante, parce qu'il y a eu des millions et des millions de produits. Une toute petite mine plastique où simplement la pression entre deux doigts suffit pour la déclencher. Il faut 5 kilos de pression cumulée, c'est-à-dire que si elle a déjà pris un ou deux chocs avant et que vous mettez 500 grammes de pression... c'est un piston qui s'enfonce progressivement. Non, c'est un liquide en fait qui comprime un tube dedans. Parce qu'en fait, c'est un explosif visqueux. C'est ça. Mais pourquoi papillon ? Parce qu'elle ressemble à... sa forme. Ouais, en fait, elle a une forme... elle est en général verte ou blanche et en plastique moulé. Et elle a cette forme-là parce qu'elle peut être dispersable par la voie des airs. Et du coup, ça lui permet d'avoir un vol qui ralentit un peu, qui tourbillonne et imposé en douceur, sachant qu'elle est déclenchée au bout de 3 minutes.
donc elle n'est pas active durant son temps de vol, disons. Et ensuite, effectivement, elle se déclenche vraiment au passage d'un humain. Et le but, pour en revenir au propos d'avant, le but, c'est effectivement de blesser sur cette mine-là, parce qu'elle a une charge explosive vraiment infime. Et par contre, elle fait des dégâts considérables. Et elle a fait des dégâts considérables en Afghanistan, en fait, quand les Soviétiques s'en sont servis, parce que les enfants, notamment, la ramassaient, parce qu'elle a une forme amusante, celle du papillon, quoi. Mais, donc c'est aussi le moment... entre la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, c'est le moment où on développe vraiment la dispersion par air, c'est-à-dire on commence vraiment à pouvoir faire des bombardements, faire des grands lâchers par avion, et du coup, évidemment, miner un champ, un espace de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et effectivement, il y a une approche qui n'est pas la même entre les deux camps, entre guillemets. Les Vietcong et le Nord-Vietnam utilisent la mine de manière ciblée le long des chemins de patrouille, pour faire des pièges. Alors que les Américains vont essayer de faire de l'interdiction, soit sur le long de la piste Ho Chi Minh, donc des axes logistiques, soit faire de l'interdiction sur des zones où ils savent qu'il y a des combattants Viet Cong ou de l'armée. Et donc ça suppose un minage aérien délibéré très 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 large. Et à tel point qu'on n'a pas de chiffres, mais on sait qu'il y a des centaines de milliers de victimes de ces mines-là. Chez les Américains aussi, il y a quand même de nombreuses victimes. Et dans ce conflit, il y a 2 à 3 fois plus de pertes qu'en Corée ou pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont infligées par la mine. C'est 28% à peu près des morts et 33% des pertes morts et blessés. À peu près, parce que, comme tu le dis, les chiffres... Déjà, les chiffres contemporains en fait, sur la guerre d'Irak et d'Afghanistan sont assez difficiles à avoir avec précision. Et alors, sur le Vietnam, moi je m'y intéresse dans le cadre de ma thèse, c'est vraiment... très aléatoire, quoi. Mais encore une fois, l'effet psychologique est plus fort que l'effet matériel, et du coup, c'est pas tant tuer des Américains à chaque patrouille que le fait que chaque patrouille y pense. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir des chiffres sur des véhicules que sur des humains, parce que les blessures humaines, souvent, dans les hôpitaux de l'arrière, on soigne le type parce qu'il a été blessé par un éclat. Et donc, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui a causé l'éclat. Alors que les véhicules, on a un peu une meilleure idée. Et typiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale, les chars alliés, il y a à peu près 20% des pertes des chars anglo-saxons qui sont causées par des mines. Donc c'est quand même assez considérable. En fait, c'est la deuxième cause de perte après les tirs anti-chars directs. Devant les charges creuses, c'est les mines. Et donc ça a été... On savait depuis 70 ans que la mine, sur les forces mécanisées, a un impact très très fort. Sur les forces d'infanterie, c'est 6-8% pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée aussi, et effectivement sur le Vietnam ça explose, de même que les pertes par armes automatiques explosent, parce que c'est l'époque où se généralisent les armes automatiques pour l'infanterie, et finalement les pertes causées par l'artillerie diminuent, parce que le Viet Cong a assez peu d'artillerie. J'ajouterais juste que les pertes, en plus, elles sont comptabilisées jusqu'il y a peu que les pertes visibles, c'est-à-dire que toutes les blessures invisibles, qui sont en fait considérables, et CF l'emploi, enfin les dommages psychologiques importants et la terreur que ça impose, dont on parlait. Et elles n'étaient pas comptabilisées. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des dommages alors sur le stress post-traumatique, mais aussi des pertes auditives, etc. Des commotions cérébrales. Voilà, dues à l'effet de souffle, qui sont pas perçues tout de suite parce que on est dans l'action, parce que, etc. Et puis 1 mois, 2 mois, 2 ans plus tard, en fait, on se rend compte que on perd des personnels comme ça. Aujourd'hui, on les comptabilise, mais c'est vraiment très très récent. Et là, on mesure bien qu'on est toujours dans ce jeu, mais qui est classique, entre l'attaque et la défense, et entre les progrès des mines, et de l'autre côté, les progrès du déminage. Et là, on mesure bien qu'à partir des années 50, 60, 70, le déminage est complètement à la rue, globalement par rapport au progrès de la mine, à partir du moment où les mines sont plus métalliques. On l'a pas dit, mais aussi, quand bien même vous auriez un détecteur à métaux, il suffit que ce soit dans un coin où il y a du métal un peu partout. Par exemple, au Vietnam, des endroits où il y a du métal dispersé, dès que votre poêle à frire, elle ne sert plus à rien, ou presque. Donc, en fait, là, on commence à arriver dans une période où les mines sont quand même, c'est pour ça j'imagine que les soviétiques en produisent autant, mais qui sont un outil quand même remarquablement efficace et contre lequel il n'y a pas réellement de parade organisée. En tout cas, la technologie de déminage ne progresse pas à la même vitesse, quoi. On a le déminage mécanique, c'est-à-dire qu'on a des véhicules, des chars avec des fléaux, avec des masses qui vont essayer de comme ça c'est les chars Scorpion britanniques, voilà. Notamment, c'est très marrant comme affaire. C'est donc un char, un véhicule blindé, avec devant une sorte de longue perche
et des chaînes qui tournent pour essayer de déclencher tout ça. Bon, c'est quand même pas bien efficace. On a utilisé des charrues aussi, des socs de charrues qu'on va pousser, des bulldozers qu'on va pousser. Mais effectivement, c'est une époque où on se dit la mine, il faut la faire sauter. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire que soit on va poser des explosifs, on va tirer de l'artillerie, on va utiliser aussi des FAE, des bombes à effet de souffle, ou des bombes à effet thermobarique, ou des très grosses bombes, des très grosses BLU, des sea cutters qui vont, par un effet de souffle, aller faire déminer toute une zone. Parce qu'effectivement, le relevage à la main, c'est quelque chose de très coûteux, très aléatoire et très difficile. Et donc, on va s'engager comme ça. C'est les années aussi où on va avoir la guerre Iran-Irak, qui va être aussi un grand retour de la mine sur le champ de bataille, donc avec des millions de mines posées. Et l'intervention soviétique en Afghanistan, vous en avez parlé, les estimations varient entre 30 et 50 millions de mines qui ont été utilisées par les soviétiques, mais paradoxalement, ça a été un des conflits. Alors, il y a eu des pertes civiles qui ont été terribles, mais militairement, l'effet des mines par les soviétiques a été très limité parce qu'ils ont beaucoup dispersé de mines. Mais voilà, c'était pas des champs de mines battus, c'était pas des opérations de contre-mobilité très très bien pensées. Ils ont pollué l'Afghanistan par des mines, mais militairement, ça n'a pas empêché les Moudjahidines de vivre et de travailler. Et même les Moudjahidines, apparemment, s'en sont plutôt bien servis, puisque notamment, ils ont appris à miner les green zones, enfin les zones vertes que les Français connaissent bien, c'est-à-dire les fonds de vallée très boisés, des espaces très cloisonnés. En fait, ça, ils les ont minés, eux, ils savaient où c'était, les Soviétiques ne savaient pas où c'était. Oui, ils ont récupéré les restes explosifs, effectivement, pour aujourd'hui encore les utiliser en composants des IED. Alors c'était une époque aussi où les Soviétiques ont beaucoup progressé sur les dispositifs d'anti-relevage. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se sont rendus compte que les Moudjahidines récupéraient des mines à l'appel. Donc ils ont progressé sur comment piéger de la mine pour que, si on essaye vraiment de la désamorcer, elle explose. Donc le raffinement progresse. Ensuite, une grande étape, mais qui nous arrive, on arrive vraiment directement au contexte actuel, c'est évidemment la guerre du Golfe, puisque signalons que les Irakiens ont, donc la première guerre du Golfe évidemment, les Irakiens ont massivement miné le Koweït, et alors ça va pas faire un très très grand effet, ça va pas arrêter la coalition, signe que les mines ne sont jamais une arme miracle évidemment, mais ça va quand même poser et notamment on peut le dire tout de suite parce que les Irakiens ne font pas ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ils ne défendent pas leur champ de mines, donc évidemment les Occidentaux réussissent à trouver une parade, même si ça prend un peu de temps ponctuellement, mais ils y arrivent. Mais il y a quand même un problème qui se pose à ce moment-là, et ça va être le moment d'une prise de conscience, notamment pour la France, qui, par la division d'Aguet, se trouve quand même confrontée au problème et s'aperçoit qu'ils n'ont pas tellement de solutions, enfin la France s'aperçoit qu'elle n'a pas tellement de solutions face à ce problème-là. Isabelle Dufour ? Oui, c'est un constat en fait qu'on fait régulièrement parce que tant qu'on n'est pas engagé sur des terrains qui demandent des moyens de déminage, les moyens de déminage sont des engins spécialisés avec des personnels spécialisés qui coûtent cher et on se dit mais finalement ça sert à rien, c'est la guerre du passé, référence Seconde Guerre mondiale, etc. Donc finalement on supprime petit à petit les compagnies spécialisées. Et puis guerre du Golfe, et là aujourd'hui de nouveau en Ukraine, on fait de nouveau le constat qu'on est très très juste sur les moyens de contre-mobilité et de déminage. La guerre du Golfe, c'est effectivement très intéressant parce qu'on a pris notre temps. Et ça a été une opération de déminage relativement avec peu d'opposition. Donc je pense qu'on a aussi, dans l'expérience qu'on en a eue et le retour qu'on en a eu, cette impression que finalement, du moment qu'on a quelques engins de déminage et un peu de temps, c'est facile, ça va le faire. Les Irakiens n'avaient pas de minage dynamique pour reboucher des trous au fur et à mesure. Ils n'avaient pas de plan de feu. Et puis on leur a beaucoup usé leur artillerie. Donc voilà, on a fait du déminage, c'était important, mais relativement librement. Je ne veux pas dire comme l'exercice, loin de là, mais quand même, c'était relativement facile. Mais alors du coup, si mentionnons, entrons peut-être un peu dans ces engins de déminage, à quoi ça ressemble? Donc là, on n'a pas, j'ai évoqué vaguement les chars Scorpion, mais les Américains innovent quand même. À ce moment-là, il y a du minage. Alors, on a déjà parlé des MICLIC, qui sont donc ces espèces de lanceurs en fait. Ouais, de lanceurs d'explosifs qui visent à dégager une sorte de corridor. Vous en avez pour les pour les mines anti-chars, pour les mines antipersonnelles aussi, qui dégagent des chemins un petit peu plus étroits. Mais alors. Quoi d'autre? En gros, il y a deux grandes solutions. Soit vous avez un déminage mécanique qui consiste à passer dessus ou à faire semblant de passer dessus avec un leurre massif pour déclencher la mine ou l'IED. Donc ça, c'est en gros, on prend un char ou un bulldozer bien blindé. Ou ce que vous voulez, ou un tracteur robotisé, comme il y a des essais actuellement en Ukraine. Sachant qu'il y a deux approches là. Soit on a des véhicules spécialisés, soit on crée des kits pour des véhicules
plus standard. Et l'avantage du kit, c'est qu'on va pouvoir équiper peut-être plus de chars, ce qui permettra de ne pas se retrouver bloqué quand le véhicule spécialisé se fait détruire, ce qui est arrivé aux Ukrainiens en début d'offensive. Là. Oui, en général, c'est un kit additionnel sur un châssis de char. Par exemple, c'est ce qu'on a en France. Nous, c'est un système de déminage pyrotechnique pour mine anti-char, SDP-MAC, qui est rénové actuellement avec un système Vulcain, et en fait, qui est installé sur un châssis d'AMX 30, et qui reprend la configuration de l'engin blindé du génie, et sur lequel on a installé le lanceur israélien, le Carpet, quoi. Donc, en fait, c'est des kits. C'est un lanceur de charge pour déclencher les. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est des kits qui sont modulables. Ce ne sont pas des engins, extrêmement spécialisés comme pourrait l'être un système d'armes aérien, quoi. Mais ça oblige à des micro-parcs. C'est un peu cher, c'est un peu dangereux, etc. Et puis par ailleurs, il y a toujours la possibilité que le champ de mine soit défendu. Donc on mesure bien qu'il y a intérêt à ce que ce soit pas trop cher, plutôt rustique, et qu'on puisse en installer beaucoup. Il faut que ce soit modulable parce que au bout de quelques explosions, il faudra le changer. Il faudra changer certains éléments. Parce qu'on n'a jamais 100% des mines, donc il risque d'y en avoir une qui pète. Alors en plus, de toute façon, le but c'est de faire exploser des mines quand vous passez dessus avec un rouleau. Donc dans ce cas-là, les systèmes modulables, c'est indispensable si vous voulez pas changer tout. Tout ça se cumule. On va d'abord lancer une MICLI. Ensuite, on va faire passer l'engin de déminage et éventuellement après un bulldozer pour aller repousser sur le côté de l'itinéraire ce qui pourrait rester. Donc voilà, il y a plusieurs passages pour essayer de faire en sorte que l'itinéraire soit déminé au mieux. Et typiquement en Ukraine, là on voit que les Russes, ils empilent 2 mines l'une sur l'autre pour que la mine supérieure soit déclenchée par l'engin de déminage, mais pas la mine en dessous, et qu'elle reste pour le passage suivant. Donc voilà, c'est une course sans fin entre les idées de déminage et les idées de contre-déminage. Alors maintenant, on arrive peut-être à ce paradigme un peu différent qui va être après le 11 septembre, le contexte de la guerre, war on terror, enfin en tout cas les interventions extérieures des États-Unis et puis ponctuellement des armées alliées aussi. Donc on revient un peu dans un contexte qui peut rappeler soit le Vietnam, soit la guerre d'Afghanistan. D'ailleurs, ça tombe bien, ça se passe encore en Afghanistan. Mais d'armées occidentales qui se retrouvent face à des engins qui sont plus ou moins standardisés, mais généralement improvisés, et qui sont utilisés comme une manière d'interdire certains passages, ou en tout cas de faire réfléchir avant, disons de gêner le contrôle du territoire que les armées occidentales peuvent déployer. Oui, au début, c'est une façon de gêner l'adversaire. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a un système tactique en fait autour de l'IED. Il ne faut pas considérer seulement l'IED comme... tout à l'heure, on disait qu'il ne faut pas considérer seulement la mine ou le champ de mine. Enfin, si ce n'est pas inclus dans un schéma tactique, en fait, ça ne sert à rien. Et l'IED, c'est un petit peu pareil. Donc, il y a eu des schémas tactiques qui ont évolué assez rapidement et de façon assez inventive, en fait, parmi les groupes djihadistes qui se parlaient entre eux, en fait. Il y a eu des échanges entre les théâtres irakiens et afghans, et intra-théâtre entre l'Irak pendant que les Américains y étaient et puis ensuite l'Irak au moment des opérations contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Et donc ce sont des innovations qui sont pas seulement sur l'objet lui-même, sur l'IED, mais qui sont des innovations tactiques. Donc l'usage défensif au début, oui, parce que c'est évident, et puis le piégeage des routes, c'est tout, c'est ce qu'on a tous à l'esprit en fait. Mais il faut pas s'y limiter en fait. Il y a eu vraiment des schémas tactiques pour parler des attaques complexes. Par exemple, l'IED est un prétexte en fait pour immobiliser la force, et finalement, si vous n'avez pas d'explosif dans votre IED, c'est pas très grave. Vous mettez une cocotte minute avec 2 fils qui dépassent et vous immobilisez en fait la colonne parce qu'il faut aller reconnaître. Donc il faut déployer des gens parce que vous craignez justement qu'il y ait des tirs, etc. En fait, c'est le point de départ de l'embuscade, quoi. C'est une manière de ralentir la colonne. Alors arrêter un convoi à l'arme automatique, c'est compliqué. Par contre, si vous trouvez une manière de l'arrêter, que ce soit avec un vrai IED ou en tout cas une suspicion d'IED, ensuite c'est vachement plus facile de le prendre d'assaut, même avec des moyens très asymétriques, quoi. C'est ça. Et puis même si vous le prenez pas d'assaut, finalement, si votre colonne elle est confrontée à 10 épisodes de ce genre-là dans la journée, il faut faire venir des fois des moyens spécialisés parce que toutes les unités n'ont pas en propre les moyens spécialisés en permanence parce qu'encore une fois ils sont pas très nombreux.
Et donc vous l'immobilisez avec 10 cocottes minutes éparpillées, je caricature un peu, mais éparpillées sur votre chemin en fait. Et dans un terrain en plus extrêmement cloisonné comme l'Afghanistan, il n'y a pas 10 passages en fait pour aller d'un point A à un point B. Au Mali, c'est un petit peu différent. Donc en fait, l'IED est peut-être un outil moins efficace utilisé de cette manière-là au Mali, parce qu'il y a souvent quand même un moyen de contourner ou de passer à côté, parce que le désert est vaste, donc voilà, il y a moyen de dérouter la plupart du temps. En Afghanistan, c'était pas le cas, donc c'était un terrain qui était très très propice à l'emploi des IED. Afghanistan, rappelons, c'est quand même une attaque par semaine en moyenne avec un IED. Enfin, ça devient significatif, quoi. Oui, alors c'est beaucoup plus que ça en fait. Hein. C'est une attaque par semaine c'était sur les forces françaises. Oui, sur les forces françaises. Oui, c'est ça, hein, parce que sinon c'était. En fait, on perd le compte. Il y a eu des organismes qui étaient chargés en fait de relever tous les incidents IED. Donc incident IED, c'est une définition très large pour les militaires. Hein. C'est la cocotte minute avec les 2 fils, c'est un incident IED, parce qu'il a fallu faire intervenir des moyens spécialisés. Et donc ça s'est monté à des dizaines de milliers en fait par an, quoi. Alors c'est intéressant parce que à chaque âge, on voit que les innovations de la technologie et la diffusion de technologies pas chères font changer les mines et les IED. Et il y a toujours cet objectif d'avoir des objets qui sont peu coûteux. Et finalement, avec les années 2000, on arrive avec la téléphonie mobile, avec une possibilité d'avoir beaucoup plus de choses qui sont sur radiofréquence qu'on ne l'avait avant. Et la diffusion de contrôle par radiofréquence, c'est quelque chose qui se généralise vraiment fin des années 90, début 2000. Ça fait partie maintenant de la dynamique intégrante. C'est quoi, ces 2 téléphones portables, il y en a un qui appelle l'autre et ça fait péter la cocotte voir minute. Des morceaux de téléphone portable pour aller comme ça se connecter ou à des relais intermédiaires, soit de point à point, effectivement. Et c'est quelque chose qui est devenu banal, pas cher. Pour quelques dollars, on peut acheter ça. Ouais, après, ça peut être des alarmes de voitures, des télécommandes de garage. Il y a vraiment différentes sortes de déclenchements qui demandent un petit peu de savoir-faire, hein, pour par exemple, tous les senseurs électroniques passifs à infrarouge, il faut quand même un petit peu de savoir-faire. C'était mis en place en Irak. Mais il y a tellement de modes de déclenchement. C'est quoi un senseur électronique passif à infrarouge ? En fait, quand vous passez devant le rayon, vous coupez le rayon et ça déclenche le... Ah, c'est une cellule photoélectrique, quoi. Ouais, c'est ça. Comme pour une lumière dans une entrée, quoi. Ok, mais et juste détail, mais ça, qu'est-ce qui pète ? Donc ça, c'est les mécanismes de mise à feu, mais en fait, l'explosif, dans ces cas-là, alors bon, si c'est en Afghanistan, on mesure qu'ils ont peut-être récupéré des mines soviétiques, etc., mais ils les font à partir de quoi, ces IED ? Alors, il y a une charge primaire en fait dans un IED qui va détonner, qui va déclencher la charge secondaire. Et la charge secondaire, elle peut être faite à partir de... Alors, la plupart du temps, à partir de restes explosifs de guerre. Ça a été le cas en Irak et en Afghanistan, parce que c'était 2 théâtres qui en comprenaient des quantités phénoménales. L'Irak pour la guerre en Irak et l'Afghanistan pour la guerre des soviétiques, quoi, l'intervention soviétique. Oui, c'est ça, oui. Et au Mali, il y avait moins de... Et c'est quoi ? C'est de la dynamite Ça peut être du TNT, du HMI, Alors non, du RDX, je parlais vraiment de restes explosifs de guerre. Donc ils récupèrent en fait de la munition. Et roquettes, obus, n'importe quoi, mines évidemment, et ils la transforment, ils la bricolent, et ils en font un IED. Après il y a des... Ça a l'air un métier dangereux, bricoleur. Alors c'est un métier dangereux en fait, on mesure pas, quand on dit ça coûte pas cher, on mesure pas ce que ça coûte aux groupes qui s'en servent en perte humaine. Et je pense parce que c'est pas les pertes humaines sur le terrain. Non, pertes humaines en fabrication en fait, fabrication, en pose, etc. Surtout qu'ils récupèrent des trucs qui sont un peu vieillis, donc qui sont pas forcément. Quand on voit le bricolage qu'ils font dessus, enfin, on n'est pas dans le même monde quand même. Enfin, ils tapent dessus, ils démontent ça, et de temps en temps, ça claque. Le vieux dicton reste vrai. Hein. Il y a de vieux artificiers, il y a des artificiers téméraires, mais il n'y a pas de vieux artificiers téméraires. Et alors. Mais alors, pour compléter, c'est vrai qu'au Sahel, on voit moins de restes d'explosifs de guerre. Alors, il y a eu un peu de stock Kadhafi qui ont un peu circulé. Ah oui, il y en a eu beaucoup quand même, hein, sur les mines belges. Les PRBM3, c'est des mines en plastique en fait qui sont moins détectables. Ils se démontaient bien. Qui viennent d'où ? Alors c'est des mines belges qui ont été fournies à la Libye en fait. Et après 2011, il y a eu un énorme trafic en fait de ces stocks. Les Belges ont vendu des mines à la Libye. Absolument. Il y a des pays comme ça qui étaient assez spécialisés. Les Belges, les Italiens ont été après, dans l'après-seconde guerre mondiale, ils faisaient beaucoup de mines plastiques, pas chères, fiables. C'est des mines anti-chars et on a retrouvé énormément dans les composants des IED qui ciblaient Barkhane.
Alors, C'était un des premiers. on a vu aussi des explosifs de mines qui sont liés à leur paillage plus ou moins légal et aux activités minières, soit des groupes occidentaux et on détourne des explosifs. Si on dans l'ambiguïté sur la mine, si on peut pas, donc, Voilà, de mine, l'activité minière, donc elle a besoin de beaucoup d'explosifs, donc on détourne. Et puis on peut aussi faire des explosifs avec des engrais azotés, à condition qu'il y ait un certain taux, c'est autour de 35% d'azote dans l'engrais, en le mélangeant avec des carburants, avec des hydrocarbures. On peut aussi comme ça faire une charge secondaire pour pas trop cher. Oui, c'est l'image qu'on a souvent de trucs faits à partir des choses pour le jardin, mais je crois que maintenant c'est quand même très réglementé les engrais. Il y a aussi effectivement du chlorate de soude aussi. On pouvait faire à une époque, mais en France c'est assez difficile de trouver du chlorate de soude et les engrais agricoles en France ont plus tellement des taux d'azote qui permettent de faire ce genre de choses, effectivement. En fait, en Afghanistan, au début, jusqu'en 2005 à peu près, c'est les restes explosifs de guerre qui ont été utilisés parce qu'il y en avait énormément. Mais au bout d'un moment, évidemment, la ressource s'épuise. Donc, ils ont utilisé du nitrate. Même les 30 millions de mines soviétiques. Donc, ils ont changé. À partir de 2005, ils ont commencé à utiliser du nitrate d'ammonium qui provenait du Pakistan, en gros. Parce qu'il y avait de grosses usines de fabrication. Ils fabriquaient à peu près 800 000 tonnes, un peu plus de 800 000 tonnes par an de nitrate d'ammonium, et il y avait 200 000 tonnes qui étaient utilisées chaque année en Afghanistan pour les IED. Et donc l'Afghanistan, sous la pression de la coalition, a réglementé en fait le nitrate d'ammonium, enfin il l'a complètement interdit. Donc il y a eu, c'était très compliqué évidemment pour l'agriculture afghane, mais c'était pas trop le problème. Et donc les groupes se sont tournés vers d'autres types en fait de produits chimiques, notamment les produits chimiques qui étaient utilisés dans l'industrie textile. Donc en fait c'est une course en fait permanente à l'adaptation et la course enfin l'épée et bouclier classique. Mais ça va très très vite. Là je vous parle en quelques années, mais sur des adaptations, donc plutôt sur de l'innovation, mais sur des adaptations plus fines en fait, qui obligent la force à changer en fait ces modes d'action de contre-IED. Ça peut aller sur l'Irak, c'était les Britanniques disaient c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines il faut changer nos modes d'action tactiques. Mais justement, parlons-en, qu'est-ce qu'on fait contre tout ça, parce que là, mais un peu comme avant pour les champs de mine, ça a l'air assez imparable cette affaire de mettre une cocotte minute avec deux fils qui dépassent. Voilà, on voit mal. Mais donc, quelles étaient les contre-mesures qui étaient mises en place, si ce n'est faire venir des unités de sapeurs dont on n'avait jamais assez, ça prenait trop de temps. Qu'est-ce qu'on pouvait faire face à ça ? Déjà, il y a le renforcement des véhicules. Ça n'a pas été fait tout de suite, alors surtout nous en France, parce qu'on était assez contents, parce qu'on a vu que les VAB, qui avaient une caisse en V, parce qu'ils sont amphibies par design, résistaient plutôt assez bien aux IED afghans. Mieux que les Humvee américains. Ouais, au début, il y avait pas trop de Humvee américains, je pense, en Afghanistan. Et mieux que le Bradley ou le M113, par exemple, qui ont des caisses plates. Et qui subissaient le souffle beaucoup plus. Ouais. Mais qui sont les Bradley, qui sont plus gros. Qui sont plus gros que le VAP. Ouais, c'est des véhicules à chenilles, mais c'est des caisses qui sont moins résistantes à des explosions de mines. Un M113, c'est une caisse qui sont basses et qui sont pas très résistantes à ce genre de choses. Ouais. C'est fascinant, enfin, on en reparlera peut-être, mais de voir du coup l'évolution avec le programme Scorpion, là, de voir la manière dont les véhicules ont évolué. Et le Jaguar, c'est un véhicule très haut, par exemple. Enfin, tous sont des véhicules assez hauts, ce qui fait que donc le bas de caisse est moins proche de la charge, ça peut améliorer la survivabilité à plein d'égards. Tu te restes à savoir si c'est des véhicules qui vont correspondre à ce problème. Non, mais c'est le problème en fait, c'est parce qu'on a redesigné, alors je dis les pays occidentaux en général au sens large, disons, on a beaucoup travaillé le design pour résister à tout ce qui était mines et engins explosifs improvisés. Le problème, c'est que ça conduit à alourdir les véhicules. Il n'y a pas que cette raison-là pour l'alourdissement, mais les IED en font partie. À mettre des plaques de surblindage. Par exemple, sur les VAB, il y a eu des plaques de surblindage qui ont été posées. Bon, le seul problème, c'est que du coup, le VAB n'est plus amphibie, par exemple, s'il a son surblindage. Donc, en fait, on défend contre cette menace asymétrique, et quand on oriente toute la flotte de véhicules terrestres qu'on a pour répondre à cette menace, on dégrade finalement notre capacité à répondre à une menace type Ukraine haute intensité. Donc en fait, c'est un choix qui est difficile à faire. Il y a des mines en Ukraine aussi, mais c'est pas le même problème. Il y a des mines, mais quand vous voyez la hauteur d'un Griffon, par exemple, pour le camouflage, c'est pas l'idéal non plus. Après, du coup, Donc le Griffon, rappelons, c'est un des nouveaux véhicules de l'armée de terre dans le cadre du programme Scorpion.
Après, il est haut, effectivement. Donc, pour ça, il résiste plutôt bien aux IED. Il y a différentes innovations qui sont adoptées par les véhicules. Siège suspendu, par exemple, pareil, pour résister à l'effet de choc, à l'effet de souffle. Pour l'amortir un peu. Ouais. Ou des zones fragilisées qui permettent d'évacuer le souffle aussi pour pas que l'habitacle soit en surpression. Voilà, il y a plein de choses. On prévoit des issues parce que donc l'effet de souffle, rappelons, donc il y a un effet de compression de l'air, etc., qui peut provoquer notamment beaucoup de blessures internes. Quand bien même le plancher n'est pas crevé, on meurt pas d'un shrapnel, d'un bout de métal. L'effet de décompression fait le souffle qui fait beaucoup de choses internes. Donc il y a une manière d'évacuer l'air qui peut permettre de réduire ça. Mais simplement, donc ça on mesure bien que ça améliore probablement la survivabilité des gens qui sont à bord de ces engins. Pour autant, si on parle de ce qu'on disait tout à l'heure, des attaques complexes, etc., il s'agit d'immobiliser la colonne pour ensuite... Ça, de toute façon, si on prend un IED, on mesure bien qu'il y aura probablement 2-3 pneus crevés et que la colonne ne va pas continuer... Les véhicules sont prévus pour rouler avec des pneus crevés. Ouais. Donc ça, on arrive à des véhicules qui, même en prenant un IED, le convoi peut continuer si c'est pas trop lourd, quoi. Donc pour reprendre sur les mesures, donc il y a des mesures d'adaptation des véhicules, il y a aussi des mesures de renseignement, il faut reconnaître mieux les itinéraires, c'est pour ça que les drones peuvent servir pour aller en avant de la force, voir si effectivement il y a des choses sur l'itinéraire, ce qui va pouvoir permettre de changer d'itinéraire, voir du renseignement humain des fois pour être prévenu qu'il y a des itinéraires. Enfin voilà, il y a vraiment tout un panel d'adaptations, le relevage étant ce qu'il y a de plus long et de plus dur, donc là le désamorçage ou la destruction, donc il faut essayer de ne pas être confronté à l'IED. La meilleure protection, c'est de ne pas la croiser. Et donc il y a tout un effort comme ça qui est fait aussi pour essayer de contourner le problème ou de prendre le problème à la source, d'essayer aussi de limiter l'approvisionnement de certains groupes en explosifs ou en chaînes pyrotechniques ou en moyens électroniques. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle à l'IED ou à la mine, quoi. Si ce n'est au Sahel aussi, de rouler à côté de la piste, ça aide toujours. Ça marche bien aussi, oui. Si on reprend un peu les documents de doctrine, je suis une grande fan de doctrine, en fait il y a 3 piliers. Vous n'êtes pas nombreux, donc c'est cool. Ouais, je sais, c'est une petite communauté très soudée. C'est ça. Et en fait, elle a été très très réfléchie parce que ça a été un des sujets majeurs de ces 20 dernières années. Et l'OTAN a publié une doctrine qui pose 3 piliers. Et les pays de l'OTAN l'ont tous adopté, en fait, ces 3 piliers avec des nuances. Le premier, c'est de neutraliser l'engin, en fait, defeat the device, c'est-à-dire d'avoir les moyens du génie appropriés pour pouvoir, quand vous pouvoir détecter un truc et le neutraliser et le faire exploser en général. Le deuxième pilier, c'est d'attaquer le réseau. Rappelons que les sapeurs, donc, qui sont ceux qui diffusent ces menaces, font partie de cette grande arme qui est le génie, de manière organisationnelle. C'est ça. Le deuxième pilier, c'est d'attaquer le réseau plus généralement. Et il s'agit là d'aller cibler les artificiers, les poseurs, mais aussi les réseaux économiques. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué l'interdiction du nitrate d'ammonium. Voilà, ce sera de remonter toute la filière IED. Et pour ça, il y a des moyens spécialisés. Je pense au laboratoire Ciel qui a été mis en place en France. En fait, c'est un labo d'analyse dans lequel les composants des IED vont être scrutés pour relever des empreintes, des schémas aussi de construction, etc., pour essayer de tracer les composants. C'est un on l'a déjà eu dans des récits dans le viseur ici de gens qui disaient qu'ils avaient rapporté l'IED et que du coup ils voient que c'est le même qui a explosé à tel endroit et du coup ça aide à faire une cartographie et du coup potentiellement à faire un faisceau pour choper le mec qui... Oui, c'est ça. Puis ça permet de voir ce que les groupes djihadistes apprennent les uns des autres ou pas. C'est-à-dire que quand on retrouve des composants de l'État islamique au Levant, en Irak et en Syrie, dans des IED faits au Mali, on s'inquiète un peu. On se dit, c'est genre quoi ces composants ? Ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être des techniques de montage d'IED ou des... Les bonnes pratiques. Ils font du partage de bonnes pratiques comme n'importe quelle entreprise privée. Quoi, en fait. Si vous en avez beaucoup, ça devient très inquiétant. Si vous en avez juste on peut dire que l'État islamique, d'ailleurs, est une époque où Al-Qaïda aussi faisait des manuels en ligne, les diffusait pour faire un IED simple et pas cher. Quoi. Ah oui, mais il y avait des véritables procédures standardisées en fait, au sein de l'État islamique qui en faisait une quasi-industrie avec une mini DGA en fait, qui testait au Levant des procédures pour savoir si tel IED marchait contre tel ou tel véhicule, etc. Et le troisième pilier, donc ?
Donc il y a diffuser la menace, et remonter le troisième, les c'est réseaux. la protection de la force. Et donc tout ça rentre dans cette catégorie, toutes les designs de véhicules, les brouilleurs aussi dont on n'a pas parlé, qui donc interceptent en fait les ondes qui vont donner l'ordre à la charge de se déclencher. Et l'entraînement des gens aussi par exemple sur les itinéraires. Attention, quand vous passez dans telle configuration que vous voyez ça sur la route, méfiez-vous, etc. C'est toujours le problème avec les brouilleurs, c'est que ça brouille toujours beaucoup de choses et que, si c'est par exemple des ondes de téléphone portable, ça brouille toutes les ondes de téléphone portable et du coup parfois c'est déconnecté, quoi. C'est justement là qu'il faut avoir une bonne boucle avec le renseignement pour savoir quel type de radiofréquences seront utilisées. Est-ce qu'effectivement on est dans du téléphone portable, on est dans de la radiofréquence de type télécommande, et ça fait partie du panel, et c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup en Ukraine, ce rôle du brouillage dans la neutralisation de certaines mines. Justement, parlons-en maintenant et de l'Ukraine, puisqu'on voit réapparaître, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle Dufour, on a toujours l'impression que c'est la guerre du passé, et puis dès qu'il y a un truc qui éclate, en fait on s'aperçoit que ça marche toujours aussi bien, les mines. Et alors c'était probablement moins dans les premiers temps, puisqu'il y a eu la grande manœuvre russe, ensuite, etc. Donc il y a eu la guerre de mouvement. Enfin bon, là ça fait quand même bien un an que les gens se retranchent, s'enterrent et sont dans des positions défensives. Et avec la position défensive vient généralement la mine, d'autant que c'est pas quelque chose que dont les Russes manquent. D'une manière générale. Donc à partir de quand et comment est-ce qu'on a vu revenir, disons, cet usage massif du minage ? Déjà, les deux pays ne partent pas avec la même approche de la chose, ne serait-ce que parce que l'Ukraine avait signé la Convention d'Ottawa. Donc, il y a bien cette dichotomie moderne entre la mine anti-véhicule et la mine antipersonnel. Et il y a eu, pour des raisons humanitaires, un effort d'un certain nombre de pays dans les années 90 pour interdire les mines antipersonnelles. Donc, ça a débouché sur la Convention d'Ottawa que la France a signée, que l'ensemble des pays européens ont signé. L'Ukraine l'avait signée et un certain nombre de grands pays ne l'ont pas signée, dont la Russie. Et les États-Unis. Donc, les États-Unis à cause de la guerre de Corée. Voilà. Donc la Convention d'Ottawa, donc en 97. Et Bill Clinton a beaucoup fait pour arriver à la Convention d'Ottawa, mais à la fin, il l'a pas signée parce que, notamment, ça posait un certain nombre de problèmes, effectivement, quant à la légalité des champs de mines en Corée, et toujours cette vieille peur que s'il n'y a plus de mines, la Corée du Nord va déferler sur le Sud. Voilà. Et donc l'Ukraine démarrait avec l'obligation de ne pas utiliser de mines antipersonnelles et d'utiliser, par contre, elle avait le droit d'utiliser des mines anti-chars. Et donc les deux camps étaient comme ça, et il y a des allégations assez tôt d'usage de mines par les Russes dès la fin du printemps, sachant qu'il y avait des mines déjà qui étaient utilisées dès 2015 en Donbass par les deux camps, parce que comme il y avait une zone de front assez statique sur le Donbass à partir de 2015, il y a eu du minage. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu dès que le front se stabilise, en fait, on a vu ça. Et à partir du moment où les Russes ont commencé à valoriser ce qu'on a appelé la ligne Surovikin, donc après leur retrait de Kherson à l'automne 2022, quand ils ont commencé à valoriser leur position tout le long du front, depuis Kherson jusqu'à la frontière russe, au nord de Kharkov, il y a eu le déploiement de dents de dragon, de tranchées, de positions valorisées avec des positions anti-chars et de mines. Et oui, effectivement, les Russes ont vidé un peu tout leur placard, d'abord de mines statiques et puis aussi de capacité de minage dynamique par roquette. Donc ça, c'est miné grâce à de l'artillerie, donc soit des roquettes, soit même, ça peut être dans des obus, je pense. Il y a des obus cargo. Donc on tire en l'air et ensuite ça explose et ça répand des mines sur tout, ça disperse des mines sur tout un réseau. C'est une technologie qui est plusieurs dizaines de kilomètres large et qui est largement partagée. Les Américains savent faire, tout le monde sait faire ça, quoi. De mémoire, dans une roquette BM-21 de 122 mm russe, on met 3 mines. Dans la génération d'après, ça doit être les Smerch, on en mettait 9, et dans les Tornado, on en mettait 15. Et donc une batterie de lance-roquettes russe peut projeter rapidement plusieurs centaines de mines à 20 km. On est rapidement, quand un bataillon de lance-roquettes tire, il y a plusieurs milliers de mines qui vont partir en une ou deux salves sur 20 km et qui vont tomber comme ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de minage dynamique et de contre-mobilité dynamique par la mine, parce que même si l'adversaire parvient à brécher le premier champ de mine qu'on a posé,
à condition qu'on puisse lui détruire ces 1 ou 2 engins de déminage de tête, on va pouvoir boucher les trous de manière dynamique. Et donc c'est quelque chose qu'on a vu aussi. On va pouvoir aussi aller tirer ces mines plus loin que l'axe d'attaque pour que l'autre ne puisse même pas se replier. Donc on va pouvoir comme ça piéger des colonnes blindées, et c'est ce qu'on a vu effectivement sur les offensives ukrainiennes, ce qui a stoppé les grands efforts mécanisés ukrainiens, ce qui les a forcés à changer de tactique, parce que cette capacité qu'avaient les Russes, en combinant ça avec des feux d'artillerie et des munitions téléopérées, d'avoir vraiment cet appui sur la mine pour tenir le terrain au-delà de leur capacité brute d'effectifs sur le champ de bataille. Et c'est intéressant parce que là, ça marche bien quand on est chez l'autre, parce que faire ça, en plus, si c'est fait à distance, on n'a aucun moyen de savoir exactement où elles sont les mines, donc ça veut dire que le pays, il est pourri pour un certain temps, jusqu'au jour où la paix revient, et où là, on aura l'occasion de faire passer des moissonneuses batteuses et tout faire péter, mais c'est pas entièrement vrai, c'est-à-dire que même chez les Russes, même chez les Soviétiques à la fin de la guerre froide, il y a eu de la conception de mines avec des durées de vie, c'est-à-dire que quand la mine tirée par roquette est lancée, il y a un petit dispositif d'amorce qui l'amorce au bout de quelques dizaines de secondes, et une fois qu'elle est sur le sol, eh bien, avant de la lancer, on a choisi combien d'heures elle reste active, et puis il y a des mécanismes de désactivation un peu plus profonds. Après, il y a des rumeurs que les Russes auraient neutralisé certains de ces mécanismes pour effectivement que leur mine reste longtemps, mais en théorie, une mine, elle est censée rester. Sur les mines papillons, en plus, qui sont utilisées, il n'y a pas de mécanisme. Mais sur les mines anti-char, ils en souvent, ont elles sont posées. Dizaines de millions. Ouais, mais sur les mines anti-char, elles sont posées pour quelques jours, quelques dizaines de jours, et après elles sont censées se neutraliser parce que mais là, on a toujours l'idée que ça marche pas. Enfin, elles sont pas neutres. Enfin, ça fait plus que quelques dizaines de jours que les mines sont là et elles sont toujours actives. Les mines lancées par roquette se désactivent. Les mines qui sont posées au sol, effectivement, soit enfouies à la main, soit par des engins poseurs de tranchées de mines, celles-là, elles se désactivent pas forcément, c'est à la carte. Et effectivement, les Russes ont valorisé des champs de mines qui ne se désactivent pas. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas l'intention de passer à l'offensive dans un avenir proche, parce que généralement, si on désactive les mines, alors ça peut être pour des conditions humanitaires, mais c'est aussi parce qu'on a envie de pouvoir repasser par cet itinéraire-là. Et donc l'idée... Ouais, c'est très... J'écoutais un vieil épisode de War on the Rocks qui posait cette question-là, qui date de plusieurs années maintenant, où il disait... En fait, dans une doctrine moderne de gens qui ne sont pas que sur la défensive, normalement, quand on se combat, on espère passer à l'offensive à un moment. La mine a une utilité quand même assez limitée, à moins qu'on puisse vraiment la désactiver. Enfin, il ne s'agit pas de pourrir un pays pour très longtemps. Et là, manifestement, ce dont on a l'impression, c'est que les Russes... ils auraient assez bien accepté qu'ils n'allaient pas remettre la marche avant un petit moment quand même. Oui, c'est une différence avec les conceptions de l'OTAN et les conceptions soviétiques de la fin de la guerre froide, où les deux camps avaient prévu cet usage dynamique, mais de mines à faible durée de vie, entre guillemets. C'est-à-dire pour battre un itinéraire, si on voit qu'un trou se dégage dans le front, hop, on peut le boucher avec un tir de lance-roquettes et des mines. Et puis comme ça laisse 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après le champ de mines se rouvrira, entre guillemets. Et là, clairement, les Russes, ils montrent qu'ils sont installés sur cette ligne-là. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a 18%, je crois, du territoire de l'Ukraine qui est contaminé, alors soit par des mines, soit par des restes d'explosifs de guerre. Donc c'est assez considérable quand même. Mais alors, justement, est-ce qu'on a des solutions ? Est-ce qu'on n'en a pas du tout ? Est-ce qu'on l'admet ? Par exemple, parce qu'on est tenté de placer des espoirs dans une sorte de technosolutionnisme, avec la technologie, si ça se trouve, ça va marcher, on finira par trouver des contre-mesures. Si oui, quelles sont-elles ? C'est-à-dire, à part l'idée que les Russes décampent pour de bon et que du coup ils laissent déminer tranquillement, bon, a priori, visiblement depuis quelques semaines ou quelques mois, ça n'en prend pas la direction exactement. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour... manifestement, quand les Ukrainiens essayent de faire un assaut avec des engins de déminage, les engins de déminage, ils sont quand même salement tapés très rapidement, et du coup, à la fin, on en est résolu à passer au milieu du champ de mine, ce qui n'est pas très agréable. Voilà. Est-ce qu'il y a des pistes pour répondre à cette menace-là ? Une des pistes, c'est la 3e dimension, en fait. On a un conflit qui est assez 2D, en fait, en Ukraine, au ras du sol, ou guerre plus haut. Et nous, encore une fois, pays de l'OTAN, on aurait des solutions qui passeraient par la 3e dimension. En fait, il y a un champ de mine et en plus il y a du minage dynamique, mais on passe au-dessus. En fait, c'est ou à côté, un aéromobile ou à côté. C'est-à-dire qu'on parachute des gens par-dessus le champ de mine. Non, mais on traiterait probablement des cibles par voie aérienne pendant très très longtemps. Ce qu'on a fait finalement en Irak. On essaye de dézinguer tout l'arrière russe, oui, et une fois que la 2e ligne et la 3e ligne russe sont dégagées, on peut ce qu'on a fait contre l'État islamique. Alors c'est vu comme un conflit asymétrique ou contre un adversaire irrégulier.
Moi, c'est une catégorie qui me gêne un peu, parce que quand on regarde les capacités qu'avait l'État islamique, c'est un proto-État, en fait. Et Donc notamment la bataille de Mossoul. Par exemple, oui. Ouais. Et donc cette solution de la troisième dimension, elle est aussi valide pour les IED. Par exemple, au Mali, quand ça commençait à devenir compliqué de faire des convois sur de très longues distances, on a commencé à revenir à des livraisons par air et de l'aérolargage. Et on s'est dit, c'est un peu plus cher, mais c'est tellement plus sûr et plus rapide que c'est une des solutions en fait de contournement du sol piégé. Après, c'est des solutions qui sont coûteuses, qui sont accessibles à des pays qui en ont les capacités. Donc, et puis, il faut avoir la suprématie aérienne. Et en plus, il y a la question de la suprématie aérienne, qui était possible, très très facile au Mali, aurait été un petit peu plus compliqué sur certains théâtres en Afghanistan, par exemple. Effectivement, et en Ukraine, c'est pas dans la... Et en Ukraine, on n'en parle même pas. Ouais, effectivement, une grande partie de la solution passe par des opérations de contournement. Après, il y a quelques pistes sur le déminage quand même qu'on voit en Ukraine. Alors, il y a tout ce qui est LIDAR, relevé satellite, où on va essayer d'avoir une imagerie du champ de bataille la plus précise possible pour détecter les champs de mines par imagerie. Et on va pouvoir maintenant détecter les petits mouvements de terrain, les mines de manière très très précise. Et après, entre un cratère d'obus et... Alors, voilà, mais ça se cartographie, et puis on va pouvoir maintenant y envoyer des drones et des armées de drones, des petits drones quadcoptères pour aller neutraliser précisément la mine. Donc ça fait partie des choses qui sont en développement. Lâcher un petit truc juste sur la mine. Voilà, soit un drone volant, soit un drone roulant ou un petit drone à chenille qui va aller soit se faire sauter, soit neutraliser la mine. Et donc voilà, il y a des pistes effectivement pour robotiser le relevage, ce qui permet d'éviter d'exposer des personnels ou des gros véhicules. Et puis voilà, une meilleure imagerie du champ de bataille extrêmement fine pour détecter les mines en les voyant ou en voyant ce qu'elles déclenchent sur le terrain. Ça, on peut mentionner que on n'en parle pas directement, mais c'est l'énorme chantier pour le déminage naval. C'est maintenant, on parle de navires qui sont complètement dronisés et qui peuvent employer des techniques complètement dronisées. On est un peu loin de l'époque des plongeurs démineurs. Enfin, il y a toujours des plongeurs démineurs évidemment, mais qui allaient casser les ampoules des trucs nazis à la main. Enfin bon, en tout cas dans le domaine naval, ça passe largement désormais par la dronisation. Faut dévisser l'ampoule, faut pas la casser. Faut pas la casser. La mine, c'est une mauvaise idée. Ouais, pardon. Mais du coup, la question c'est si et dans quelle mesure tout ça peut s'étendre à un champ de bataille, y compris dans un conflit un peu de haute intensité comme celui-là. C'est une question dont la réponse sera donnée par les soutiens de l'Ukraine. Hein. Il y a vraiment un besoin à la fois d'investir dans la technologie, dans des moyens de bréchage blindés dont on a parlé, effectivement les MICLI, les kits sur des chars, etc. Un besoin de drones et de développement de technologies spécialisées. Et donc voilà, c'est la réponse au minage russe. C'est une réponse qui est très complexe, qui est très coûteuse malheureusement, qui va dépendre aussi de la capacité qu'ont les Russes d'aller boucher les trous, qui dépendra de la capacité qu'ont les Ukrainiens d'aller casser les lance-roquettes pour que les Russes ne bougent plus les trous au fur et à mesure. Donc voilà, c'est une réponse qui est très compliquée. C'est ça le problème en fait, c'est que la question c'est pas seulement comment déminer, parce que finalement on a les solutions, mais comment déminer sous un feu pareil en fait. Et là c'est plus compliqué parce que ça demande un schéma tactique qui sera pas seulement l'usage de moyens du génie, quoi. Mais l'usage interarmes, ouais. Un exemple de choses dont on n'a pas beaucoup parlé en Ukraine, il y a une vraie pénurie d'obus fumigènes. Et pour que les sapeurs travaillent tranquillement, des fois, faire un bon rideau fumigène, ça paraît rustique, mais c'est efficace. Et l'armée ukrainienne manque d'obus fumigènes. Donc, ça, je le dis à nouveau, je l'ai déjà dit dans un épisode récent, il y a un magnifique article de Rémi MS dans un numéro récent de DSI qui montre bien tous les progrès qu'il y a dans l'usage des fumigènes. Il y a des trucs apparemment absolument incroyables qui sont développés dans différents laboratoires occidentaux là-dessus. Des fumées chaudes, des fumées froides, des fumées... des fumées qui bloquent les infrarouges, des fumées qui sont des vitres sans teint, qui sont des fumigènes pour l'un. Enfin, ça a l'air génial. J'ai très envie de voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on a oublié des choses ? Il y a juste une innovation sur laquelle j'aimerais revenir, c'est celle des attentats suicides, parce que pour moi c'est une innovation majeure qui permet en fait de faire passer les IED du domaine défensif ou quasi défensif à quelque chose, à des tactiques très offensives. C'est utiliser les attentats suicides. Alors il y a toute une histoire des attentats suicides que je vous ferai pas, mais ça demande quand même un peu de préparation politique et psychologique pour que ce soit accepté comme un système d'armes dans un groupe combattant. Et donc il y a eu des fatwas religieuses, par exemple, pour permettre les attentats suicides en Syrie, par exemple. Et ça a été vraiment utilisé notamment par l'État islamique dans des schémas tactiques assez complexes, où il y avait des vagues de combattants suicides qui étaient envoyés
comme préparation d'artillerie, suivie après par des fantassins, etc. Et que ça permet... c'est vraiment l'artillerie du pauvre, quoi. C'est l'artillerie du pauvre. Et en plus, une artillerie intelligente. C'est une artillerie qui est capable de manœuvrer, de voir s'il y a des itinéraires bloqués, de varianter les itinéraires, etc. De se faire exploser ou non. Et ça a été vraiment une innovation tactique majeure qui a mis en défaut l'armée irakienne et d'autres armées, parce que c'est des schémas tactiques qui ont été utilisés aussi en Libye ou en Égypte. C'est vraiment une grande évolution là-dessus. Après, bon, il y a des limites à ça qui sont les limites du capital humain. Évidemment, ça peut se faire... Alors, de façon étonnante. Alors, c'est une limite, mais il y a quand même toujours... Alors, soit des volontaires, soit des désignés volontaires. Soit des désignés volontaires, ou soit des enfants, en fait. Et c'est aussi un point qu'on n'aime pas trop évoquer, parce que ça rajoute à l'horreur, en fait, de l'attentat suicide. Les enfants sont un vecteur très utilisé. Ils ont été utilisés, alors, par l'État islamique, évidemment, mais ils sont utilisés au Nigeria. Ils ont été utilisés en Afghanistan. Et en fait, ils sont... Alors, soit ils sont... consentants, enfin voilà, toutes les limites qu'on peut poser à ça. En Afghanistan, c'est une histoire assez horrible. Les jeunes garçons, en fait, sont souvent utilisés par les notables afghans comme esclaves sexuels. Et on a retrouvé parmi les attentats suicides, enfin les enfants qui ont commis des attentats suicides, une proportion énorme de ces jeunes enfants en plus. Alors l'avantage est double, c'est que déjà ils sont en grande souffrance psychologique, donc c'est pas très compliqué de les convaincre de se faire exploser. Et ensuite ils ont accès aux 10 notables, qui sont donc des cibles de choix pour l'organisation insurgée. Au Nigeria, on a un schéma tactique qui est un peu différent. Ce sont des très très jeunes enfants, mais qui peuvent avoir seulement quelques années, qui ont pu être utilisés, notamment sur des marchés. Il y a eu de nombreux exemples, où les enfants sont porteurs d'une charge, mais ne sont absolument pas conscients, et la charge est déclenchée à distance. Donc ça leur permet d'éviter en fait, d'être soupçonnés par les forces de l'ordre qui sont dans le secteur. Tu as bien plombé l'ambiance. Ouais, je sens, je suis désolée. Mais l'efficacité a été terrible dans les conflits que j'évoque. Oui, en fait, il y a, alors, sur totalement un autre sujet, il y a une direction vers la troisième dimension aussi de la mine. C'est-à-dire qu'on voit apparaître depuis quelques années des mines anti-hélicoptères qu'on peut poser et qui vont aller se déclencher pour former un pénétrateur pour aller détruire un hélicoptère qui voudrait se poser. Et donc on a comme il y avait déjà ça au Vietnam avec des mines, des Claymore qu'on infléchissait légèrement vers le ciel avec l'idée que les projectiles, enfin les billes d'acier iraient suffisamment loin pour taper un moteur ou quelque chose. Maintenant, il y a des mines avec des détecteurs qui vont détecter la fréquence des pales, qui vont pouvoir sauter sur un certain type d'hélico et pas un autre, ou avec des radars ou autre. Donc voilà, on a une évolution vers la troisième dimension, et aussi dans le domaine naval, on commence à avoir des idées de prototypes de mines qui vont pouvoir tirer des missiles anti-aériens depuis un mouillage naval. Enfin voilà, il y a cette diffusion comme ça où tout se brouille entre les multidomaines, quoi. Et donc l'avenir de la mine, c'est la mine, le drone. Est-ce qu'il y a une limite entre la mine et le drone ? Et puis elle est toujours un peu bricolée. Quelle est la limite entre une mine intelligente et un drone un peu bête, quoi. Voilà. Donc on ira de plus en plus comme ça vers des mine mobile, ce qui est antinomique historiquement, puisque la mine c'était plutôt un truc qui bougeait pas trop. Donc voilà, on aura des drones explosifs, et notamment sous la mer, si un jour on en reparle et qu'on fait une émission dédiée à la mine navale, on pourra dire à quel point ça pourrait changer beaucoup de choses sur le plan naval. Avec plaisir. Moi, les mines navales, je trouve ça toujours extrêmement intéressant. Merci beaucoup à tous les deux, donc Isabelle Dufour et Stéphane Audran. Je mettrai pas mal de références de bibliographie pour ceux qui veulent creuser le sujet, aussi bien l'historique des mines que leur perspective. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alexandre. C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes, étoiles, like, appréciation sur les outils de Spotify ou d'Apple Podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.